Aujourd'hui, ces chaleureuses félicitations à son homologue azerbaïdjanais Ilham Aliyev, dont le pays célèbre l'anniversaire de sa fête nationale. Dans son message, le chef de l'État djiboutien a également souhaité davantage de progrès, de développement et de prospérité au peuple frère et ami azerbaïdjanais. Le peuple et le gouvernement de Djibouti se joignent à moi pour manifester leur sympathie et amitié à la nation sœur azerbaïdjanaise à l'occasion de la commémoration de sa fête nationale, a écrit le président Ismaël Merguele. Notre pays est d'autant plus disposé à accroître son niveau d'échange et de contact avec l'Azerbaïdjan que nos deux nations ont partagé de nombreuses valeurs et similitudes, a-t-il poursuivi. Soyez donc sûr, Monsieur le Président, que vous trouverez toujours auprès du peuple et du gouvernement de Djibouti tous les concours nécessaires au renforcement des relations d'amitié et de coopération entre nos deux pays et nos deux peuples, a-t-il noté dans le même élan, réitérant ses vœux de bonne fête au président Aliyev et à tous les concitoyens azerbaïdjanais. Autre actualité nationale, le Premier ministre, M. Abdelkader Kamel Mohamed, a présidé ce matin au Palais du Peuple la réunion du comité de pilotage de lutte contre le Covid-19. Cette réunion était consacrée à l'intensification de la lutte contre le Covid-19 avec une application généralisée de la règle des 3 T, c'est-à-dire tracer, tester et traiter. La réflexion également autour des personnes spécifiques et vulnérables pour leur accorder une priorité dans le processus de prise en charge, mais aussi en amont et notamment le dépistage. Il faut également accorder une protection renforcée aux hôpitaux et ceux qui sont à risque. La stratégie de lutte contre doit aussi s'adapter aux réalités du moment, ont souligné les participants. L'objectif principal doit rester la protection de la population, quelle que soit la stratégie, ont-ils convenu. Néanmoins, la campagne de dépistage massif va se poursuivre. Et concernant l'évolution du Covid-19 dans notre pays, 1052 tests ont été effectués aujourd'hui. 210 ont été testés positifs et nous recensons 2 morts. Je vous propose de suivre le point de presse du secrétaire général du ministère de la Santé. Point de presse sur la situation du Covid-19 ce mercredi 20 mai 2020 nous donne le profil suivant. 1123 tests réalisés, 210 cas se sont révélés positifs. Aussi, nous déclarons 19 cas guéris. Malheureusement, nous déplorons 2 décès. Ces 2 décès sont des patients d'un âge avancé ayant des pathologies multiples. Aussi, la campagne de dépistage massif lancée sur l'ensemble du territoire explique le taux élevé des cas positifs enregistrés ce jour. La majorité des cas de Covid-19 sont toujours asymptomatiques ou peu symptomatiques. Il faut noter que l'épidémie est dans une phase active de transmission communautaire. Cela signifie que des personnes contractent la maladie sans avoir été à l'étranger ou en contact avec des personnes revenant de l'étranger. Aussi, les fêtes de l'Aïd el-Fitr ne doivent pas nous dispenser de nous protéger et de protéger les autres en adoptant rigoureusement les gestes barrières. Dans ce contexte, les autorités sanitaires sont conscientes qu'il faudra désormais s'adapter à la circulation active du virus. Aussi, les stratégies sont orientées vers la préparation des structures de santé pour le dépistage et la prise en charge des cas, tout en priorisant les personnes à risque et fragiles. Enfin, nous réitérons notre appel à la population pour suivre rigoureusement toutes les mesures préventives. Et dès l'apparition des signes, même légers, notamment la toux, la fièvre, le mal de gorge, le nez qui coule, de contacter immédiatement le 15-17 pour signaler votre situation. Quant au bilan global, il se décline comme suit. 20 056 tests réalisés, 1828 cas positifs,
1052 cas sont confirmés guéris. Enfin, nous déplorons 9 décès au total depuis le début de l'épidémie. Merci. Soyez vigilants. Dans l'actualité de ces 22 heures, c'est aussi dans le cadre de la préparation des sites de la prière de l'Eid el-Fitr, annoncé la fin du mois béni du Ramadan, le ministre des Affaires musulmanes, de la Culture et des Biens Waqf, M. Moumin Hassan Barre, a présidé ce matin une réunion regroupant les représentants de la mairie et des organismes publics tels que l'ONEAD, l'OVD et l'ADR plutôt, et la protection civile. Le thème principal de cette rencontre est la réhabilitation des sites de prière de l'Eid el-Fitr qui sera fêté après quelques jours. Cette opération sera consacrée, comme à l'accoutumée, à l'aménagement et l'arrosage des terrains, branchement d'électricité, de l'eau, l'installation de la sonorisation des micros, l'alignement des rangs des prières pour le respect de la distanciation. Il s'agit là d'une action concertée qui intervient dans la foulée de la levée partielle des mesures de confinement pour contrer la propagation du Covid-19. Le ministre a annoncé à cette occasion qu'après la fête de l'Eid el-Fitr, ce sera la reprise des offices religieux et la réouverture des mosquées pour accueillir les fidèles et la célébration des prières de vendredi. Ces mesures marquent le retour progressif à la vie normale après 2 mois de confinement consécutifs à la pandémie du Covid-19. Saisissant cette opportunité, le ministre a rappelé qu'il a donné ses instructions pour multiplier les programmes de sensibilisation communautaire, appelant vivement la population au strict respect des mesures de prévention et les recommandations sanitaires et des gestes barrières durant cette première phase de déconfinement. Il est à noter que les 9 sites de prière de l'Eid el-Fitr au niveau de la ville de Djibouti sont répartis comme suite. Terrain Aoulet, près de l'hôpital Pelletier, stade municipal au quartier 6, stade Hassan Goulet à Ouadadjir, Jama Aoulet à Balbaladi, Cheikh Moussa aux pompiers, cité Lota, Aoudan 1, Farouk à Barwaro, cité PK12 et Doglé. Tout à fait autre chose, cette fois-ci où les secrétaires généraux des ministères du Travail et du Commerce ont conjointement présidé ce matin une réunion à l'INAP. Cette réunion qui avait pour objectif de lancer les opérations de contrôle diligentées par les services d'inspection de ces 2 ministères. Ces contrôles débuteront demain dans la capitale. On prit part à cette réunion les conseillers techniques, les directeurs de l'INAP, Sharmak Idriss Ali, l'inspecteur général du Travail, M. Abdi Farah Idle. Dans son intervention, l'inspecteur général du Travail, Abdi Farah Idle, a souligné que l'opération consiste à faire respecter les consignes sanitaires au ministère de la Santé, aux commerçants de la place et de les sensibiliser sur le port du masque afin de freiner la propagation du Covid-19. Nous avons d'abord l'obligation de se protéger. Après, on peut secourir l'autrui. Donc, la première chose qui n'est pas négociable, c'est que nous-mêmes, les agents, on doit avoir nos matériels. C'est-à-dire, aucun agent, aucun inspecteur ou contrôleur ne doit descendre dans le terrain s'il n'a pas le matériel nécessaire. Même sur le lieu de travail, il faut que nous, on donne l'exemple. Certes, c'est un contrôle de vérification, mais aussi c'est un contrôle de sensibilisation. C'est-à-dire, nous sommes là pour corriger les commerçants, pour corriger les opérateurs privés, mais pour corriger aussi la population qui sont devant le lieu du commerce. Lors de cette réunion, le secrétaire général du ministère du Travail, chargé de la réforme et de l'administration, a rappelé aux inspecteurs et contrôleurs que leur mission consiste à faire respecter les mesures des gestes barrières par les sociétés et les entreprises du secteur privé. De son côté, le secrétaire général du ministre du Commerce a confirmé les propos de son homologue. Nous les écoutons. Je voudrais remercier l'ensemble des inspecteurs et contrôleurs du travail et du commerce venus pour assister à cette réunion de concertation pour préparer les opérations de contrôle que nos 12 institutions sont appelées à mener sur le marché du travail dans le cadre du déconfinement décrété par le gouvernement. Je souhaite que cette initiative commune débouche sur le succès. Depuis plusieurs mois, chaque pays mène un combat, organise la riposte
pour contenir la propagation de la pandémie du Covid-19 qui constitue le défi du moment. La santé du citoyen passe avant toute autre considération et c'est par la discipline et le respect des gestes et des précautions préconisés que nous pourrons surmonter cette pandémie. L'objectif principal étant de nous mettre d'accord et harmoniser notre méthodologie de travail. Quand on parle de méthodologie, bien sûr, ça commence au niveau comportemental. Toutes les mesures, comme vous l'avez dit, de respect des pratiques barrières et des respects des pratiques sanitaires que nous devons en amont nous imposer. Bien sûr, au moment où nous nous présentons face aux opérateurs économiques, nous devons nous-mêmes être dans cette disposition que eux doivent respecter. D'autre part, si l'on parle d'horaire de démarrage des contrôles, il faudrait également qu'on se partage la superficie de contrôle. Nous avons une bonne équipe, autant de votre côté que du nôtre. C'est des contrôleurs expérimentés qui connaissent leur travail. Autre actualité nationale, le ministère de l'Environnement, en collaboration et soutien du PNUD, a remis ce matin des vivres alimentaires destinés aux ménages vulnérables des zones côtières. Cette initiative est le résultat de plusieurs réunions organisées par le ministère de l'Environnement et le PNUD et l'UNFD pour la mise en place d'un appui d'accompagnement aux populations des zones côtières touchées par les impacts économiques du confinement. La vie des ménages vivant dans les zones côtières a été impactée par les mesures de confinement général qui avaient été décrétées par les autorités depuis plusieurs semaines en raison de la pandémie du Covid-19. Ces ménages étaient dans l'incapacité de continuer à exercer leur activité génératrice de revenus et vivaient dans des conditions très difficiles. Ces vivres dans la distribution sera assurée par l'UNFD et les autorités régionales. La cérémonie de remise des vivres alimentaires a été présidée par le secrétaire général du ministère de l'Environnement, M. Dine Abdallah, en présence de la représentante du PNUD, Fatouma Al-Cher, le directeur de l'Environnement et ses hauts responsables du département. Le don a été réceptionné par la vice-présidente de l'UNFD qui a remercié le ministère de l'Environnement. Écoutons à présent la directrice. Tout d'abord, le ministère de l'Environnement qui nous a associés à ce projet. Le projet a été vraiment financé et appuyé par le PNUD, qui est toujours auprès de la population. Et ce projet est un projet d'appui pour les personnes, les familles vulnérables des régions côtières qui nous ont été, avec lesquelles on a été associés. Nous remercions le PNUD pour tout son appui constant pendant cette période de corona. Et j'aimerais remercier le ministère de l'Environnement pour nous avoir associés et d'avoir pensé à l'Union nationale des femmes djiboutiennes. Je les remercie à mon nom et au nom de ma présidente. Merci. C'était la vice-présidente Mme Hassan Ahmed Belili qui a réceptionné le don des vivres alimentaires destinés aux familles vivant dans les zones côtières de la République de Djibouti, très impactées par les mesures spéciales de confinement. Et elle a remercié au nom de la Première Dame, Mme Khadel Mahmoud Haïd, et le ministère de l'Environnement. Eh bien, pour sa part, le secrétaire général du ministre de l'Environnement, Dine Abdallah Omar, qui a présidé la cérémonie de remise des vivres alimentaires au profit des familles vivant dans les zones côtières. Le ministre de l'Urbanisme, de l'Environnement et du Tourisme, son Excellence M. Mohamed Abdelkader Moussa, a trouvé indispensable et judicieux d'accompagner les ménages dont les conditions de vie ont été impactées par les effets économiques du confinement général décrété par les autorités depuis plusieurs semaines en raison de la pandémie de Covid-19. Ces mesures spéciales ont en effet accentué la vulnérabilité d'une grande partie des ménages djiboutiens se trouvant ainsi dans l'incapacité de continuer à exercer leurs activités génératrices de revenus. Le ministère de l'Urbanisme, de l'Environnement et du Tourisme, de ce fait, en collaboration avec ses partenaires, va conduire une stratégie qui va se décliner en 2 phases. La première phase consiste à faire face à la situation d'urgence à travers la distribution de vivres alimentaires à ces ménages vulnérables afin de les soulager
dans ces moments difficiles pour notre nation. La deuxième phase concerne la mise en place des activités génératrices de revenus pour améliorer les moyens de subsistance de ces populations et rendre autonomes ces populations vulnérables dans le domaine de la pêche, de l'écotourisme et de l'artisanat. Dans le cadre de la mise en œuvre de la première phase et dans le but de renforcer la sécurité alimentaire et nutritionnelle de ces ménages, nous avons prévu de soutenir 630 ménages vivant dans les zones côtières en leur distribuant des vivres de première nécessité. Une collaboration avec l'Union nationale des femmes djiboutiennes, organisation de proximité ayant une large couverture dans les quartiers de la capitale, a été initiée et cette organisation a été mandatée pour couvrir les activités d'appui aux ménages à Djibouti-Ville. Pour les régions de l'intérieur, nos interlocuteurs et intermédiaires seront les préfectures et les conseils régionaux. Cet événement s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet sur les aires marines protégées. Ce projet constitue une opportunité non négligeable pour notre pays et va assurément renforcer la résilience de nos côtes et de notre biodiversité marine face aux conséquences destructeurs du changement climatique. Cet appui vient également à point nommé dans ce contexte du mois du jeûne de Ramadan, dans lequel les valeurs de partage et de solidarité sont indispensables. Plus que jamais, nous sommes mis à l'épreuve dans ces situations inédites liées au Covid-19 et nous devons nous montrer dignes de l'héritage de nos ancêtres qui nous ont inculqué les valeurs de l'entraide, de l'amour et de la solidarité. Je ne saurais terminer mes propos sans remercier le Programme des Nations Unies pour le développement ainsi que sa représentante présidente ici présente, Mme Fatima, pour leur soutien constant et leur engagement sans faille auprès de notre ministère. Je remercie également l'UNFD, représentée ici par sa vice-présidente, Mme Hasna Ahmed, d'avoir répondu présent pour nous soutenir dans cette démarche. Autre élan de solidarité, comme à la coutume en ce mois béni du Ramadan, le Rassemblement populaire pour le progrès, le RPP, n'a pas manqué d'être au rendez-vous pour sa 8e année consécutive pour procéder à la distribution des habits neufs aux enfants orphelins ou issus des familles modestes. C'est dans cette optique qu'une forte délégation conduite par le secrétaire national de la jeunesse du RPP, M. Mahad Hussein, est accompagné par des parlementaires du président du conseil régional de Dikil. Tous issus de la mouvance RPP se sont rendus au sein du siège de l'annexe RPP de la ville de l'Unité lundi dernier pour la remise des habits neufs aux enfants orphelins et ceux issus des familles modestes. Cette cérémonie a vu la participation du président de l'annexe RPP de Dikil, les membres de son bureau d'annexe, plusieurs militants de l'ANDAT ainsi que les enfants bénéficiaires et les parents. Dans une brève allocution, le secrétaire national de la jeunesse du RPP, Mahad Hussein, n'a pas manqué de rappeler que cette noble initiative chère au parti et dont bénéficient cette année plus de 5000 enfants orphelins ou issus des familles modestes. Merci énormément le président ainsi que l'ensemble du comité exécutif et l'ensemble des militants du parti. Je voulais aussi profiter de l'occasion pour adresser mes vœux d'Aïd Moubarak au président de la République, à la première dame, au premier ministre, aux membres du comité exécutif du parti et à l'ensemble des joueurs. À Obok, la 9e édition du projet serviteur de Lieu Saint le roi Salman bin Abdelaziz de distribution des denrées alimentaires pour l'année 1441-2020 a eu lieu dans la région d'Obok. Précisément, 200 familles de cette localité ont pu bénéficier de cette aide qui est composée des produits alimentaires de base tels que le sucre, la farine, l'huile. Cette cérémonie a vu la présence du préfet adjoint Ali Maki, l'élu local Ali Hassan Maïké, ainsi que le représentant de l'ambassade. Cette initiative vise principalement à répondre aux besoins des familles pauvres en fournissant un soutien alimentaire consistant en riz, sucre, farine, huile et des tomates. Ces projets caritatifs s'inscrivent dans le cadre du soutien continu que notre pays reçoit de la part du gouvernement du gardien de 2 lieux saints, mosquée le roi Salman bin Abdelaziz, en particulièrement pendant le mois béni du Ramadan. Toujours dans le cadre de la réduction et propagation du Covid-19 dans notre pays, la protection civile mène des activités de pulvérisation et désinfection de lieux publics. C'est ainsi dernièrement que la protection civile, en collaboration avec l'Institut national de la santé publique, l'INSPD, a mené des actions de désinfection à Balbalan, notamment dans le secteur de PK12.
Par ailleurs, des activités de destruction des gîtes larvaires, pulvérisation spatiale et distribution des produits larvicides dans les latrines sont menés par les éléments de la protection, civile. Sport à présent, où le secrétariat d'État à la jeunesse et au sport tranche pour la reprise des activités sportives. Championnat suspendu, match à huis clos. Le Covid-19 bouleverse le monde du sport. Les mesures divergentes, mais toutes gardent un œil vigilant sur cette nouvelle donnée qui s'est invitée dans le sport. C'est dans ce contexte que le département des sports du secrétariat d'État à la jeunesse et au sport a organisé hier au Palais du Peuple une réunion de travail avec les différentes fédérations sportives. L'objectif était de discuter et de faire le bilan de l'exercice en cours 2019-2020 et de voir la possibilité de la reprise ou non des activités une fois le déconfinement. Il a également été question de comment préserver un équilibre entre la nécessité de reprendre une activité sportive et celle de préserver la santé des athlètes ainsi que des joueurs. Les 3 journées qui restaient de leur championnat national, donc étant donné que nous serons en période de chaleur, c'est-à-dire juillet, il fait très chaud à Djibouti, juillet et août. Donc l'idéal serait que la plupart de ces fédérations clôturent les championnats sur la base des journées qui ont été déjà jouées. Nous leur avons exhorté de clôturer la saison sportive sur la base des journées qui ont été jouées. Et pour les peu de fédérations qui ont prévu d'organiser des activités, nous leur avons demandé d'organiser des activités théoriques, c'est-à-dire des formations dans des salles, tout en respectant les mesures barrières, une distance de 1 mètre, porter les gants, porter les masques et se désinfecter bien avant de rentrer à la salle, donc avec un groupe réduit. Donc nous avons demandé à ces fédérations de nous envoyer un planning pour ceux d'entre eux qui ont prévu des formations théoriques. Et nous avons essayé de veiller à ce que les mesures barrières soient vraiment respectées, c'est-à-dire la distanciation de 2 mètres ou bien 1,5 mètre, les ports de masques, les gants et le fait de désinfecter la salle et de voir aussi le quotient nombre de personnes, superficie de la salle. Fait divers enfin pour clore l'actualité nationale. Dans la soirée du 17 mai 2020, des éléments du 2e arrondissement ont procédé à l'arrestation de plusieurs individus impliqués dans la fabrication des billets de banque contrefaits. Ces individus qui utilisent du matériel technologique de dernier cri produisaient en grande quantité des billets de banque 10 000 francs, 5 000 francs, 2 000 francs et 1 000 francs. En toute impureté, ce matin-là, l'affaire a été présentée à la presse. Saisi par plusieurs requêtes concernant l'écoulement des billets contrefaits dans les marchés. Dans la soirée du 17, suite à un recoupement d'informations fiables, nous avons mené une opération de grande envergure pour mettre fin à ces fléaux, qui sévisaient dans plusieurs quartiers de la capitale. En effet, nous avons appréhendé qu'un individu d'origine étrangère qui effectuait une forte production de faux billets au PK12. Une fois sur le lieu, nous avons surpris les individus en flagrant délit. En effet, ces derniers produisaient des faux billets de banque grâce à un matériel très sophistiqué. Pendant leur forfait, ces individus ont écoulé sur le marché plusieurs centaines de milliers de faux billets. Lors de notre intervention, nous avons également saisi plus de 500 000 francs de billets de banque contrefaits répartis en 10 000, en 5 000, en 2 000 et en 1 000. Ces individus mal intentionnés avaient mis en place un processus pour écouler l'argent contrefait dans le marché. Après la fabrication de monnaie, ils se rendaient dans les lieux de commerce afin d'acheter des petits articles pour récupérer ainsi des vrais billets de francs djiboutiens. Et en ce jour, ils seront présentés devant le parquet afin de répondre de leurs actes.
Par la même occasion, nous informons la population qu'il est strictement interdit la production et l'utilisation et la mise en circulation des billets de banque contrefaits au risque de s'exposer à une lourde peine. Et enfin, dans l'actualité internationale, la Palestine a annoncé son retrait de tous les accords passés avec Israël et les États-Unis. C'est suite à la décision israélienne d'annexer des territoires palestiniens que Mahmoud Abbas a annoncé le retrait de la Palestine de tous les accords passés avec Israël et les États-Unis. C'est tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes télévisés.